Bon, bonjour. D'abord, je vais remercier les organisateurs de cette rencontre internationale autour de Marian Fry, un personnage exceptionnel qui a aidé à sauver une copie du film Sierra de Teruel de la persécution nazie, raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici. Merci pour la confiance que vous m'avez accordée. Je veux citer tout particulièrement M. Jean-Michel Guiraud, président de l'association Marian Fry, pour son effort organisatif. Je tiens également à remercier tous les présents, que j'espère ne pas décevoir en ne transmettant l'âme, l'histoire et le contexte d'un film exceptionnel lui aussi, même s'il a été tourné au milieu d'une guerre qui risquait d'être perdue et avec des moyens très précaires. Un des collaborateurs plus étroits d'André Malraux pendant le tournage de Sierra de Teruel était son ami Max Hopp, d'origine française, un écrivain espagnol, qui a dit un jour, dans un livre, Hablo como hombre, l'histoire du tournage de Sierra de Teruel a été une succession d'événements tragicomiques que plus personne ne racontera. Bon, je dis vraiment désolé, cher Max, parce que en 2008, j'ai publié Campo de Esperanza en espagnol, qui dans cette édition avait aussi le DVD du film et qui a reçu le prix Film Histoire de l'Université de Barcelone. Après, une deuxième édition en Espagne a été aussi traduite au français et publiée par Balzac Éditeur. Mais ça ne s'arrête pas ici parce que les écrivains, surtout quand on parle de l'histoire, on a un vrai problème parce qu'après la publication, on reçoit de nouvelles informations et on ne peut pas faire un livre chaque 6 mois. Donc, ce que je fais, c'est développer un site web, internet, Visual Historia, où j'y mets, au fur et à mesure que je le trouve, tous les petits détails du tournage. Mais, comme on dit, Visual Historia, on ouvre le focus à toute l'histoire, d'un détail d'un acteur jusqu'à, la diplomatie espagnole lors du soulèvement de Franco. Donc, il y a toutes les sortes d'articles. Bon, un peu d'histoire d'André Malraux en Espagne. D'abord, André Malraux descend à Madrid immédiatement après le soulèvement de Franco. Il rencontre Max Hopp déjà, et les autorités espagnoles, des intellectuels, des militaires, et se rend compte qu'un des besoins plus urgents de la République, c'est l'aviation. Il rentre, après 4 jours de rester à Madrid, il rentre à Paris, et aide, c'est pas lui simplement qui l'achète, mais ses relations avec Pierre Cotte, le ministre de l'Air, et même le producteur d'avions, etc., il fait toutes les démarches de façon à pouvoir acquérir une vingtaine d'avions qui passent à l'Espagne juste avant le 8 août, que c'est le jour où on signe le non-intervention et on ferme l'espace pour traverser. Donc, ce n'est pas simplement les avions, mais aussi l'équipage, etc. Après, cette escadrille qui monte, une semaine après, est déjà active avec un bombardement des colonnes de Franco qui avancent vers Madrid. Donc, le freine un peu et c'est décisif pour la continuation de la guerre. L'escadrille dure jusqu'au mois de février 1937. La dernière opération, c'est la protection des fugitifs de Malaga qui s'enfuient des troupes italiennes, surtout, qui sont entrées à Malaga, dans ce qu'on appelle la desbandade. Après, Malraux se déplace aux États-Unis à promouvoir l'idée de la République. Les États-Unis ne pouvaient, la loi américaine disait on ne peut pas vendre d'armes, lesquelles, à deux nations en guerre. Mais la République disait, écoutez,
on n'est pas en guerre avec le Portugal, avec la France ou avec l'Italie. Il y a eu un soulèvement de quelques militaires dans nos terrains. Donc on a le droit à en acheter, en le payant évidemment, l'armement. Mais on ne pouvait pas. Alors, il visite aussi Hollywood, il se rend compte de l'importance du cinéma pour influencer l'opinion publique française, américaine. Et bon, il rentre, il participe à un congrès d'écrivains pour la défense de la culture à Valence, Madrid, Barcelone et Paris. Et après, il écrit déjà en hiver, L'Espoir, son roman sur la guerre d'Espagne, et commence à faire une esquisse d'un film qu'on verra les différents noms qu'il a eu. Et au printemps 1938, il arrive à Barcelone et il contacte à nouveau Max Hopp et il réunit l'équipe technique, la plupart de Français, quelques Belges, et Max Hopp, qui était à ce moment-là le secrétaire du secrétariat du théâtre dans la République, donc a eu beaucoup, ça a été facile pour lui de trouver des acteurs. Et on commence à tourner Sierra de Teruel à ce moment-là, vers la fin de juillet 1938. Un petit parenthèse, parce que cette évolution que je vous ai dit de Malraux en Espagne suit les différentes étapes que pour Malraux doit suivre un intellectuel. D'abord, dans son roman L'Espoir, il y a une petite citation du dicton commandant: qu'est-ce qu'un homme peut faire de mieux de sa vie selon vous? Et transformer en conscience une expérience aussi large que possible, mon bon ami. Bon. Donc, l'expérience n'a pas manqué parce qu'il a visité tout, il a été même blessé dans un avion, dans un combat d'aviation. Mais cette conscience doit, comment on dit, devenir action. Autrement, ça reste simplement dans des illusions et rien d'autre. Penser à qui ça devrait être, au lieu de penser à ce qu'on peut faire, est moche. Cette façon sans remède. Donc, voilà l'action, c'est de scatrille. Mais on ne peut pas s'arrêter non plus ici. Parce qu'on doit partager cette action. Il dit, dans le temps de Vibry, il faut tenter de donner conscience aux hommes de la grandeur qu'ils ignorent en eux. La population espagnole n'était pas très, comment on dit, très éduquée, il y avait beaucoup d'analphabétisme, etc. Mais il fallait lutter, il fallait cette action, la partager avec eux. Et finalement, pour que ça tienne pendant l'histoire, au long du temps, il faut que cette fraternité devienne, cette action, cette expérience devienne une pensée supérieure qui est mise dans une œuvre d'art. Et ça, c'est qui donne la transcendance. Et l'œuvre d'art, pour Malraux, c'est le roman d'Espoir et le film Sierra de Teruel. Parlons-nous maintenant du film qui, un des copies, a été vraiment sauvé avec la participation du Valiant Frère. Valiant Frère voulait emmener une copie aux États-Unis, il n'a pu pas, mais des États-Unis, il a fait tout le possible que finalement, un an après son départ de la France, mais finalement, une copie est arrivée dans les archives ou dans la bibliothèque du Congrès de Washington. Le film a eu 4 possibles titres. D'abord, Malraux pensait l'appeler Chant funèbre pour les morts de la guerre d'Espagne. Évidemment, ça c'est trop funèbre, c'était pas commercial, enfin, pour influencer une opinion publique. Et un deuxième titre était Sang de Vosges. C'est une petite citation de l'Espoir, du roman, où quelqu'un risque de marcher sur une flaque noire. Et un jeune homme qui est assis à côté, il dit faites attention mon gars, il s'agit de Sang de Vosges. Bon, c'était un peu plus
ajusté à la réalité du film, mais finalement comme l'argument, surtout la séquence finale, se passe aux environs de Teruel, de la montagne de Teruel. Donc, ils ont appelé, quand ils ont fait le film, vraiment le montage, il a été déjà projeté à Paris, en petit comité, bon, c'était Sierra de Teruel. Mais en 1945, on a trouvé une deuxième copie, pas celle sauvée par Marion Fry, mais une deuxième copie dans les archives ou dans les magasins du producteur Cornelio Molinier, où quelqu'un avait caché de bobines de Sierra de Teruel dans des boîtes de drôles de drame. Le film Marcel Carré, qui était aussi produit par Cornelio Molinier. Et donc, il y avait deux copies sauvées. Les collaborateurs nécessaires, c'était Max Zob. On voit que dans la presse, ce sont des recherches après mon livre, c'est pour ça qu'ils sont dans la web, est arrivé à Barcelone avec 7 millions de francs français pour l'aide de la République. Et à ce moment-là, il parle avec Max Zob, il visite les autorités, etc. Voyons que Max Zob même nous le rencontre. Avant d'en arriver là, j'ai fait du cinéma. Et j'ai commencé à en faire un jour où André Malraux est entré dans mon bureau à Barcelone et m'a dit « Nous allons faire un film ». J'ai répondu « Mon travail, c'est le théâtre. » J'ai dit « Le mien, c'est le roman. Nous allons faire du cinéma. » Et nous avons fait L'Espoir. À Barcelone, il rencontre aussi les autorités catalanes et on peut voir la visite de Malraux et Max Zob aux autorités catalanes. D'Espanya és André Malraux, que ha lluitat en les files del nostre exèrcit fins que fou ferit. Avui posa tota la seva intel·ligència i el seu renom universal en aplegar voluntats per a la nostra causa, escrivint i donant company al senyor Max Zobel en aquesta visita que ara fa a la nostra terra per a documentar-se àmpliament abans de reemprendre una nova croada a favor de la nostra causa. De ce voyage, il obtient 100 000 francs, il en avait plus, malgré qu'il amène 7 millions, la République n'avait pas de devise, et donc 750 000 pesettes, voitures, des bureaux. Les studios Orfea, il y en avait 3 à Barcelone, mais Orfea c'était le plus grand. Et même pour la scène finale, ce soir, si vous voyez le film, vous verrez que, bon, il y a un avion qui est attaqué, il s'écrase, il y a des blessés, un mort, les villageois vont assister le blessé. Et donc on lui a prêté 2500 soldats. La scène a été tournée en octobre, donc ils étaient encore pendant la bataille de l'Ebro. C'est la finale, disons, la plus décisive pour l'Espagne. Malgré ça, il a obtenu quelques jours 2500 soldats pour faire toute la comitive d'aide aux blessés. Maintenant, j'entre déjà dans le film. L'argument, ça se passe pendant 48 heures. Il y a 3 milieux, 3 ambiances. Teruel, une ville qui est en pouvoir de franquistes, et il y a des volontaires qui veulent sortir de la ville pour aider, pour assister un village qui est assiégé, Linas, et il veut amener de la dynamite, des armes, etc. Pour sortir, il s'écrase une voiture contre un canon qui garde la porte. Mais dans ces villages, il y a un paysan qui a repéré un champ d'aviation rebelle. Alors il veut passer les lignes aussi pour le dire aux aviateurs,
pour qu'ils attaquent aussi l'aérodrome franquiste. Et finalement, dans l'escadrille, dans les vols, ils attaquent Teruel, attaquent le champ d'aviation caché qui a révélé le paysan. Et un des avions, ils sont attaqués pour la chasse franquiste, un des avions s'écrase, il y a un mort, quelques blessés, et les gens de ville à côté vont les aider pour les amener à l'hôpital. Comme message, c'est bien clair, donc l'héroïsme, on le voit vraiment quand le républicain sort de la ville. La solidarité entre les gens du peuple et l'armée républicaine. Et finalement, se répète à plusieurs reprises, la manque de matériel. Parce que c'était le message qu'il fallait passer en France, en Angleterre, mais surtout aux États-Unis, en disant, bon, écoutez, on le voit maintenant en Ukraine, on tient la guerre, parce qu'on y amène d'armement, autrement la guerre se finirait. Donc voilà l'argument. Mais ce qui se passe dans le film, il est de la vraie histoire. Ils ont d'expérience, on a parlé de l'expérience tout à l'heure, c'est de l'expérience d'André Malraux. Parfois des choses qu'on lui a racontées, ou parfois des choses comme celle-ci qu'il a même vécues. Dans la deuxième séquence, il y a un avion qui arrive avec une morte et on en fait l'enterrement, bon, les honneurs, les commandants, etc., tous les villages à côté, solidarité, fraternité, etc. Bon, ça c'est vraiment, dans le film s'appelle Marcellino Ribelli, mais c'était la figure de Giordano Biezzoli, un membre de Justitia e Libertà, qui, c'est pas si, oui, on peut voir ici, caduto il 30 settembre 36, au fronte di Talavera, donc près de Toledo. Rien à voir avec Teruel ou l'argument du film, mais vraiment c'était un fait réel. Je veux maintenant, c'est une parenthèse, comme finalement le titre de mon intervention c'est le péripétie, donc je veux que vous repérez dans ces personnages. Ces personnages, c'était le commissaire politique de l'escadrille, et il y a un acteur qui l'interprète, qui s'appelle Julio Peña. On va voir un peu la figure. La top. Julio Peña avait travaillé avant la guerre, avait travaillé même à Hollywood. Il faisait la version en espagnol de films américains. À l'époque, il n'avait pas de doublage, il avait deux versions. Donc, il avait travaillé déjà. Mais lors de la guerre, il était en Espagne et il a travaillé comme Atignis, le personnage d'Atignis dans des films. Mais Franco est entré à Barcelone le 26 janvier 1939 et lui, il a resté à Barcelone. Voyons comme il explique sa expérience. Il faut dire qu'après, et immédiatement après, il a tourné beaucoup de films dans l'Espagne de Franco et même, comme celle-ci, dans les studios en Allemagne, l'Allemagne de Hitler. Il a écrit Vivida, c'est une petite autobiographie. J'ai voulu une citation. Les communistes, beaucoup d'étrangers sont venus pour ça, ont décidé de réaliser un film sur l'actualité espagnole intitulé L'Espoir. Un film plus que tendancieux, infâme, plein de truculence. Et sans option possible, ils m'ont nommé pour y travailler. La guerre touchait à sa fin. Et parmi les personnes recrutées pour ce film communiste, il y avait certains d'entre nous qui étaient prêts à résister dans cette occupation forcée jusqu'à l'entrée des troupes libératrices. Nous sommes allés lentement,
Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour que l'espoir ne soit jamais terminé. Nous sommes allés... Pardon. Nous comptions les jours avec excitation. Un jour, ils ont fait en sorte que nous allions en France pour y terminer le film. Comme ils étaient si méticuleux dans leur contrôle des personnes, j'ai commencé à trembler, car je me voyais à l'étranger, alors que je me croyais presque libéré, et aussi avec le risque de rester attaché au wagon de la racaille communiste. Des passeports ont été délivrés, une place a été prise dans un train, et notre transfert à la gare a été organisé. J'avais préparé mon stratagème, et à ce moment-là, je me suis perdu, et j'ai disparu d'eux. Je suis rapidement allé chez un ami. Quand ils ont vu que j'avais disparu, ils m'ont commencé à chercher, mais les nouvelles étaient de plus en plus mauvaises pour eux, et la peur les empêchait de vivre. Alors, ils sont partis sans moi. Je suis allé très vite me réfugier chez un ami. Je dû encore me cacher pendant quelques jours jusqu'à l'arrivée de l'armée espagnole. Bon, voilà un des acteurs. Comme je vous ai dit déjà, un des autres passages du film, c'est un paysan qui traverse la ligne pour informer l'escadrille. Ça a été aussi réel. C'est un fait qui est passé près de Valladolid, donc toujours dans le nord de Madrid. On voit dans les journaux espagnols, mais aussi bien français, qu'on donne cette information. Vous voyez, dans le temps du 3 septembre, le journal raconte qu'hier matin, un paysan d'Olmedo qui avait réussi à traverser les lignes ennemies au péril de sa vie, s'est présenté au ministère de la Guerre où il a exposé qu'il connaissait un endroit où les rebelles cachaient 4 avions, etc., etc. Donc, c'est vraiment un fait réel. Il est arrivé à Madrid et le ministère de l'Air l'a mené à l'escadrille Malraux. Donc, c'était un contact direct avec André Malraux. Il y a un autre passage où les internationaux qui sont réunis, ils parlent de pourquoi ils sont dans l'escadrille, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là. Dans cette réunion, il y en a un qui dit « Moi je suis arabe, je suis d'Algérie, et quand j'ai vu que les Arabes étaient franco, j'ai décidé de venir, etc. » C'est le mort de la bataille aérienne à la fin du film. Lui, dans cette scène, il a que son cercueil, la mitrailleuse, mais c'est lui. Bon, c'est vraiment, dans le film, son nom c'est Saïdi. Il a existé vraiment, c'est Jean Velaïdi, on le voit ici. On voit aussi André Malraux et on voit Paul Nothomb, le Belge, qui c'est lui qui nous a informés sur la présence de Jean Velaïdi. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici, parce que après sa mort, on lui a dédié le nom d'un avion, finalement le Poter P, qui est le dernier qui a volé dans l'escadrille. Et même dans la presse, voilà ici Velaïdi, dans la presse espagnole, on voit que deux aviateurs de l'escadrille Malraux sont enterrés à Chiva. L'un qui est tombé à la renverse du camion et s'est cogné la tête, François Lot, et une autre qui est amenée directement de l'aérodrome, Jean Velaïdi. Une dame, Carmen García Vallès, pour le reste de sa vie, il se consacra au nettoyage de ces austères pierres tombales. C'était un amour de guerre, ou enfin, je ne sais pas. Paul Nothomb, qu'on a vu tout à l'heure, dit « La mort de Velaïdi a particulièrement touché Malraux, qui appréciait beaucoup cet esprit indépendant.
au parcours atypique. Jean Villaidy avait quitté son Algérie natale pour faire son apprentissage à Paris, mécanicien confirmé, autodidacte avec une grande curiosité pour tout. Il revendiquait pour lui-même l'étiquette de socialiste et était tout le contraire d'un sectaire. Depuis la fin de l'été 1936, il essayait de se rendre en Espagne. Malraux, qu'il avait remarqué à Albacete, dans les brigades internationales, l'engage immédiatement comme mécanicien. Mais Villaidy voulait voler. Et nous avons fini par le prendre dans l'une des équipes destinées à bombarder les fronts. Dès que nous avons appris sa fin, il a été décidé que nous donnerions son nom à l'un de nos potés, le P, qui durera jusqu'au dernier jour de notre aventure. Voilà, donc l'acteur qui interprète Villaidy ou Saïdi, il s'agit de Sérafim Fernández Ferro, un jeune homme galicien. Et on va écouter ce qu'il dit de lui, l'ambassadeur de Chili à Madrid. De petite taille mais proportionnée, avec des cheveux ondulés en un teint légèrement bronzé, il a cette expression entre sourire et douleur, typique des adolescents qui viennent de traverser une enfance triste. Ce n'est pas encore un garçon, mais c'est déjà quelque chose de plus qu'un enfant. Un Jean-Baptiste du temps où Jésus était enfant. Je suis ému de cette tristesse indéfinie qui contraste avec son extrême jeunesse. Bon, si on continue dans des biographies, bien que García Lorca n'ait pas prêté attention au charme de Sérafim, il a été décisif pour son futur, car il s'est soucié de son avenir et lui avait donné plusieurs notes de recommandation, dont une à Manolo Altolarire et Concha Méndez, qui ont fini par les placer dans leur petite imprimerie, une autre à Vicente Aleixandre, un poète, qui l'avait rejeté, et une autre à Luis Cernuda, le poète, qui est tombé follement amoureux de lui, l'amenant même à vivre avec lui. Cette relation se reflète dans son livre Los placeres prohibidos, dans lequel on trouve un poème spécifiquement dédié à Sérafim, daté le 23 avril 1931. Lorsque le livre a été publié par la maison d'édition Signo, Cernuda a laissé une trace de cicatrice de l'amour perdu au-delà du texte. Sur la couverture du livre, on apparaît une S en forme de serpent, un dessin du peintre murcien Ramon Gaia. Je pense que je t'aime, mais ça n'a plus d'importance, dira Cernuda dans Como quien espera l'alba. Bon, et comme le titre de l'intervention c'est péripéties, on va voir maintenant les péripéties. On commence pour José Clotis, c'est la copine de Malraux qui l'accompagnait pendant tous les tournages en Espagne. D'abord, la première péripétie, c'était la visite de Madame Malraux, Clara Malraux, que lui demanda le divorce en Espagne pendant le tournage. Mais ça, c'est notre histoire. Mais José Clotis nous dit, avec une lettre à Suzanne Chantal, son amie, le tournage avance à passe de tortue, ce qui est déstabilisant. Il a continuellement des obstacles, des difficultés. Ce que vous avez pu voir, mais en pire. Le film n'est pas arrivé, il n'a pas de lumière, il faut nourrir les gens, leur donner un endroit où dormir, avoir un canon, 2000 hommes, 20 mitrailleuses, 4 avions, trouver ce qu'il faut, pluie de chapeaux de campagne, de casquettes, de canons et d'autorisation. Quelque chose a été constamment oublié. C'est ce que dit José Clotis. Ici, on voit Malraux, donc à gauche, Malraux et Maxop lors du tournage. Maxop nous dit dans un livre qui a publié Denis Marion, son assistant aussi, on nous a donné un bureau. Nous avons eu des secrétaires, des voitures, des facilités. Les vraies difficultés ont surgi avec le matériel et avec l'énergie électrique.
Car au génie matériel, ce songe à la pellicule vierge et au développement. Ce n'était pas bien grave en ce qui concernait la prise de vue elle-même. On avait commencé après les bombardements. Mais l'arrêt de développement du négatif eût été irréparable. On a été donc obligé de développer en France, à Paris, afin de nous assurer qu'il n'y aurait pas de baisse de voltage ou de coupure de courant. Parce qu'à Barcelone, quand il y avait un bombardement, même une alarme, on coupait immédiatement l'électricité. Ce fut un va-et-vient continuel à cause de retards inexplicables dans l'envoi et dans le retour des bobines de pellicules qui m'ont obligé d'accomplir une douzaine de voyages au moins en si peu de temps afin de transporter des pellicules vierges ou non. Une autre anecdote. Nos dit Maxop, l'obstination de Malraux à se procurer des vaches. On a trouvé des moutons. Il y a une séquence qui dit les troupeaux s'enfuient par les mitrailleuses de franquistes. Donc, on cherchait des vaches. Nous a occupé quelques jours dans les Pyrénées. Nous avons ainsi découvert de merveilleux tableaux et les arabesques d'or tordus comme des flammes. Et ces lacs pyrénéens, avec ces deux signes noirs, et les chauffeurs demandant avec une voix et des yeux avides « Est-ce que cela se mange ?» C'est Denis Marion maintenant qui nous raconte. Un autre incident aurait plus mal tourné. Pour filmer le devis aérien de Cervera, qui remplaçait Teruel, nous, l'équipage, deux opérateurs, Malraux et moi, avions pris place dans un vieux latécoère dont les mitrailleuses avaient été remplacées par des caméras. Les prises de vue s'étaient fort bien passées. Au retour, 3 chasseurs fascistes nous ont repérés. L'avion s'est laissé tomber jusqu'à raser la terre et a suivi une petite rivière qui s'accédait entre les collines. Assise à la place du mitrailleur avant, Malraux récitait du Corneille. Les figurants. Ça, c'est aussi Denis Marion qui le rencontre, et c'est un peu plus long. Dès le matin, ils sont en train de tourner à Barcelone, mais il dit, dès le matin, le temps s'écarte et la pluie, si rare à Barcelone, se met à tomber. Rendu enragé à l'idée de perdre une journée de travail de plus, Malraux s'épanche sur le découpage à la recherche d'un plan à tourner qui ne demanderait pas de préparation. Il finit par découvrir celui où l'auto des aviateurs est arrêté par la défilée des volontaires qui transportent les ravitaillements. Reste à trouver un figurant pour le rôle du paysan que les aviateurs interrogent. Rigueira, celui de la claquette, prenez une bagnole et piquez-moi le premier venu qui a une tête de paysan. Le claquette, un acteur qui parle catalan, descend en ville et repère un qui a une bonne bouillie, un costume de villageois. Il lui explique les goûts. Cinéma ou pas cinéma, faut que je bouffe ce soir, lui répond-il. Tu seras nourri à l'œil à la cantine du studio où c'est bien meilleur qu'ici, mon Rigueira. Le menu invariable est composé d'une atroce morue en conserve et des pois chiches. Et tu recevras 20 pesetas. Il sort de rang. Il jette un regard derrière lui. Sur les fesses de Rigueira bat dans son étui un revolver qui est autorisé à porter depuis son passage dans la police. Le deux le pousse dans la voiture. Là, le malheureux attrape vraiment la truie. Il a 3 anecdotes qui circulent à Barcelone sur des gens qu'on est venu chercher un jour en auto et qu'on n'a plus jamais revus. Dites donc, dit-il, vous ne voudriez pas faire de mal à un pauvre type qui n'a fait de tort à personne. Je n'ai jamais rien dit contre le régime. Mais non, bien sûr, qu'est-ce que tu vas imaginer? Nous t'amenons au studio, rien d'autre. Minutes plus tard, il retombe dans l'angoisse. La voiture s'est arrêtée devant un grand bâtiment gardé par un sentinelle baïonnette au canon. Au-dessus de la porte, une banderole, CIM, sûreté militaire. Quand ces 2 gardes du corps l'obligent à descendre, le pauvre vieux sent ses jambes fléchir sur lui, certain que sa dernière heure est venue.
Car comment devinerait-il que le CIM a réquisitionné une partie des locaux du studio où nous travaillons? Une heure après, restauré à la cantine, bourré de cigarettes, il reprend ses esprits sur le plateau et se convainc que sa vie n'est plus en danger. Bon, maintenant, voyez, dans le cercle, c'est aussi Maxop qui pousse la voiture. Il nous raconte. La lutte syndicale la plus singulière fut l'affrontement du groupe des acteurs et celui des acrobates quand il s'est agi de filmer la collision de l'auto et du canon à Tarragone. Il n'était pas question de détruire l'une que l'autre, mais il existait un cimetière d'auto à l'arène de la Plaza de Toros. On en choisit une dont la carrosserie était convenable et à qui il ne manquait que le moteur. Elle suffirait de filmer à l'accéléré sa descente en roue libre vers des canons qui n'auraient pas de mal à résister les chocs, mais qui choisirait le doublure du comédien qui était censé piloter l'auto, étant donné qu'elle devrait sauter de la voiture jusqu'avant le choc. Le syndicat des acteurs et celui des acrobates se disputèrent ces privilèges. Le dernier l'emporta. La doublure prit place au volant. Tous ceux qui ne participaient pas à la scène poussaient la voiture pour lui donner le maximum de vitesse avant qu'elle n'entrât dans le champ. Au premier virage, elle capota. Le conducteur, qui avait sauté à temps, expliqua avec dignité: « Je suis acrobate, mais pas un chauffeur. Je ne sais pas conduire. » Il fallut chercher une autre voiture et un acteur qui savait conduire et qui était assez courageux pour ne quitter son siège qu'à la dernière seconde. Mais un jour de tournage avait été perdu. Cette scène du canon, aussi, il nous raconte Elvira Farreras, qui a été la secrétaire d'André Malraux pendant le tournage et que j'ai eu l'honneur de la connaître personnellement. On a fait même des actes de mémoire ensemble. Les scènes du canon furent tournées à Tarragone avec un tel souci de réalisme qu'un obus fut réellement tiré et alla exploser sur la plage à quelques mètres d'une barque que les pêcheurs se préparaient à mettre à la mer. Ce qui fit aussitôt courir le bruit que le front atteignait maintenant Tarragone et qu'on s'y battait dans la rue. Bon, on a vu tout à l'heure dans la voiture un chien. Maxome nous dit: André Malraux aurait voulu introduire dans le film un élément spectaculaire. À l'arrière de la voiture se serait trouvé un chien qui, pendant la course, se serait dressé sur la banquette et dont la tête aurait été emportée par un obus tiré par les canons. Bien compris des traits de grandes difficultés, le chien ait été installé dans l'auto. Il fut possible de tourner les plans où un chien eût été décapité par un boulet invisible. Vraiment, quand l'acrobate fait écraser la voiture, dont le chien s'est échappé, mais pour voir la collaboration, à quel point arrive la collaboration de Maxop avec Malraux, voilà ici Maxop qui tient les pattes du chien pour qu'il peut être filmé. Bon, la collaboration entre Malraux et Maxop a été tellement étroite. Il nous dit dans un livre, Maxop, une nuit rentrant de Colbateau à Barcelone en voiture, j'étais si fatigué que je dormais à moitié à côté du chauffeur. Croyant que je n'entendais pas, Page c'était en caméra, qui se trouvait sur la banquette arrière à côté de Malraux, lui a dit parlant de moi: il travaillait bien. Oui, a répondu Malraux, quoique parfois j'ai envie de le tuer. Bon, je vais simplement mentionner, parce que le film a été monté avec 28 scènes, mais il en avait prévu 39. Donc il manque un tiers de la totalité. Mais malgré ça, il y a une scène qui n'est dans aucun scénario original, mais qui est incluse dans le film. Il y a un vieux homme qui est prêt à aller aider les gens de l'accident de l'avion, et un jeune homme lui dit: il faut faire ce qui est utile. Qu'est-ce que tu peux faire pour un mort? Et lui se lève et dit: lui rendre les honneurs. Même s'il ne peut pas
porter une civière, au moins il le rend honneur. Et dans les notes de tournage de Maxop, on voit dans cette séquence le mot Esperanza, espoir, rayé, barré, éliminé. Et au-dessus, il écrit que puedes por un muerto darle las gracias. Finalement, on voit ici, c'est l'image réelle de quand on est allé au secours des aviateurs. Maxop a dit, peut-être va-t-on trouver dans ces vieilles et humbles images des souvenirs de la figure que ma génération a cherché avec désespoir, celle de la liberté pour le chemin toujours âpre de la justice. On n'a pas pu aller plus loin dans ces chemins, mais celui-ci, c'est le chemin. Maxop. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Anthony Cicero, merci à vous.